Hello à tous. Aujourd'hui, c'est Libre Antenne à la fin des règles. Un épisode spécial où les auditrices et les auditeurs ont la parole. Laisse-moi un vocal. Coucou Aude, je tenais à te remercier pour cette plateforme incroyable que tu nous offres avec la fin des règles pour parler de périménopause et de ménopause. Donc cette dédicace, c'est pour toi. C'est un sujet tellement important et grâce à toi et à tout ce que tu fais, on peut en discuter sans tabou, ouvertement, avec beaucoup de bienveillance. Et cela fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est la première fois que je me prête à cet exercice que je trouve vraiment très original, qui nous permet aussi de pouvoir contribuer en tant qu'auditrice. Et voilà, donc un immense merci à toi et hâte de découvrir toutes les voix de toutes les personnes qui vont te laisser un petit vocal. Je t'embrasse et je te dis à très très vite. Alors, en fait, quand j'étais enfant, chez mes grands-parents, je passais souvent mes vacances, à la campagne chez mes grands-parents maternels, à Madagascar, donc la première partie de mon enfance et donc le souvenir remonte à assez loin parce que maintenant j'ai 47 ans. Mais de ce dont je me souviens de cette époque, c'est, une amie de ma mamie qui était arrivée, chez elle. Elle était déjà en train de discuter avec quelqu'un et là, je vois une dame qui était vraiment en liesse, super contente, complètement en joie, voilà, et puis je les entends dire: «Oui, ça y est, tu un homme. Oui, ça y est, je suis un homme» et puis c'était vraiment, c'était vraiment comme de la joie, du soulagement et c'est que beaucoup plus tard que j'ai compris, la signification de ce «ça y est, je suis un homme» parce qu'en fait, elle n'avait plus du tout ses règles. Je ne sais pas, les détails, mais c'est ce qui m'avait marqué par rapport à ça, de la façon dont elle le vivait, ce moment-là. C'est toute leur émotion là-dessus que j'ai retenue, en fait. Pour l'heure, voici un petit vocal. Je suis en voiture et je suis en train d'écouter la deuxième partie de l'épisode avec Sylvie Faye, avec laquelle tu fais du théâtre. Je me régale. Donc déjà, je te dis ça. Oui, mais je vais faire quelque chose, mais c'est toujours... En fait, moi, j'ai envie de faire les choses correctement. Non pas que les autres aient envie de faire n'importe quoi. Mais du coup, voilà, il faut que je me pose un instant et puis que je... Voilà. Et le problème aussi, c'est que quand je suis lancée, peut-être que maintenant tu commences à le savoir, mais quand je suis lancée, je peux plus m'arrêter. Donc il faut que je me canalise un petit peu. Voilà. Allez, je retourne écouter Sylvie qui me fait beaucoup rire. Oui, bonjour madame, c'est votre installateur de la box Wi-Fi plus chaîne TV illimitée. C'était pour vous dire que nous passerions faire la pause mardi prochain. Une petite fourchette entre midi et 19h. Veuillez vous assurer d'être chez vous. Bonne soirée, au revoir. Oh là là, mais je suis pas douée pour l'audio. Mon Dieu. Bon, en tout cas, voilà. Ce message pour te dire, Aude, à quel point j'apprécie ton podcast. Je l'ai partagé à des amis, à mes belles-sœurs, à ma sœur, à des collègues, un nombre de fois incalculable. Et vraiment, j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes pour en apprendre encore plus, pour échanger encore plus. Je voulais témoigner de l'amour. L'amour m'a porté me porte d'ailleurs, pendant toute cette période de ménopause brutale. Et je voulais rendre hommage à mon fiancé, le père de mon fils, qui est un homme extraordinaire et qui m'accompagne tous les jours, tout le temps, et qui me supporte dans le bon sens du terme, mais les deux sens d'ailleurs. Et je voulais lui dire que je l'aime. Voilà, je t'aime Cyril. Rien que dans l'épisode de Sylvie, il y a au moins, je sais pas, 50 réflexions qui me viennent, où j'ai envie de rebondir sur ce qu'elle dit ou sur ce que tu dis. Enfin voilà, c'est riche tout ça. Salut Aude, je viens de finir l'épisode avec Laurence Rossignol et j'avais envie de te faire un retour direct pour battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai adoré cet épisode.
Ça m'a fait du bien d'entendre un discours de gauche, un discours engagé sur la question. J'ai été très sensible à ce qu'elle a dit sur le soin des femmes quand vous avez eu ce rapide échange autour de la chirurgie esthétique et qu'elle a dit que ce qui faisait la différence avec l'âge qu'avaient l'air d'avoir les femmes, c'était aussi la vie qu'elles avaient eue et que le soin pris à prendre soin de soi, c'était du temps. Et les femmes qui sont des CSP+, eh ben, elles achètent du temps. C'est ce qu'on fait. On achète du temps à d'autres gens pour investir notre temps là où l'endroit nous semble plus juste, plus approprié. Et ça peut faire partie de cet échantillon-là. Et que faire du sport, aller se teindre les cheveux, aller se faire les ongles, aller chez le chirurgien esthétique, c'était des choses qui prenaient du temps. Et moi, je le vois beaucoup dans mes coachings de dirigeantes, surtout dans les coachings de dirigeantes dans le luxe, parce que il y a un vrai temps investi par les dirigeantes à leur image, mais qui est non seulement un fric phénoménal, parce que aller se faire manucurer toutes les semaines, ça coûte cher. Aller se refaire les racines ou la couleur régulièrement, encore plus quand les femmes ont des coupes courtes, etc., etc. C'est un vrai temps investi et c'est une vraie logistique permanente en fait qui se rajoute. Et j'ai envie de dire, c'est une charge mentale supplémentaire d'image et de représentation. Encore plus si on estime que certains types de cheveux, par exemple, ou certaines couleurs de cheveux sont pas adéquates, etc. Et donc, j'ai été très sensible à ce discours sur temps égale argent par rapport à la vieillesse, en fait, et à l'injustice incroyable que ça représente. En quelque sorte, la double peine d'avoir travaillé toute sa vie très durement et de n'avoir pas eu ce temps-là pour prendre soin de soi et donc par effet boomerang de paraître plus que son âge alors que d'autres vont paraître beaucoup moins que leur âge par rapport à leur le soin porté à cette condition physique. J'y vois encore une autre couche qui est une espèce de couche de transmission, une couche de culture, un phénomène un peu bourdieusien en quelque sorte du soin de soi que je trouve que tu abordes assez souvent dans la transmission à plusieurs endroits. Je t'ai entendu l'aborder, toi, par rapport à la transmission maternelle que tu avais reçue ou questionner tes invités par rapport à leur tradition maternelle. Et je me suis fait la réflexion que peut-être ça s'insérait dans quelque chose d'encore beaucoup plus large, de transmission plus culturelle aussi. Et je trouverais intéressant d'aller toucher du doigt s'il y a justement cette transmission culturelle. Et j'imagine que dans un rapport gauche-droite en termes de valeurs, ça peut aussi jouer. Je trouve que c'est en tout cas un angle assez intéressant. Toucher du doigt un peu dans la sociologie du corps. Quand j'étais à l'EHESS, quand j'ai commencé mes études, il y avait un cours de quelqu'un qui s'appelle Georges Vigarello, qui est historien du corps. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller explorer un tout petit peu ce qu'il fait. C'est une des grandes références de l'histoire du corps et il fait aussi l'histoire de la beauté et il s'appelle du coup Georges Vigarello. Et si tu as l'occasion d'aller voir, je pense qu'il peut y avoir des choses très intéressantes sur ce qu'il fait. Et j'avais aussi suivi un cours qui s'appelait Histoire de la sexualité dans l'histoire. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et je suis en train de penser en même temps que je te parle, il y a une histoire autour. J'ai bien aimé l'épisode avec la femme rousse, Géraldine. J'ai aimé ce qu'elle dit sur sa rousseur. Et il y a un lien entre les règles et la rousseur dans l'histoire. Je sais pas si tu connais ça, mais à l'époque, les rousses surtout étaient considérées comme des sorcières. Et on disait que les rousses avaient été faites pendant les règles de la femme et qu'elles étaient devenues rousses parce qu'il y avait justement cette impureté-là. Il y a toute une histoire autour de la malédiction des roux, en quelque sorte, en lien avec les règles de la femme. Enfin bref, voilà. J'ai des bouquins sur ça à la maison aussi, si ça t'intéresse. Je t'embrasse. Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Lucas. On s'était croisés la semaine dernière à la soirée Tutti Frutti. J'attendais ton appel. Je vois que c'est à moi de prendre le devant. C'est ce que je suis en train de faire.
N'hésite pas à me rappeler si tu veux qu'on se fasse un petit verre cette semaine. Je t'embrasse. Ciao. Je profite de cette libre antenne pour m'envoyer quelques fleurs. C'est pas tous les jours que ça arrive. Alors je voudrais dire à la femme que j'ai été, à celle que je suis et aussi à celle que je serai, bravo, félicitations pour tout ce chemin parcouru, pour ce combat que tu as gagné, pour cette deuxième chance que tu as de vivre une vie libre, heureuse, épanouie, avec ce qui reste, peu importe. Mais l'essentiel, c'est d'être toujours là pour le faire, pour témoigner et pour partager la joie que c'est aujourd'hui de profiter de son corps tel qu'il est, avec ce qu'il a perdu et avec ce qu'il a gagné. Alors, même si parfois le miroir n'est pas toujours clément et que souvent le regard des autres bouleverse et bouscule, eh bien, peu importe. L'essentiel, c'est d'aller droit devant, la tête haute, les yeux vers le ciel et le cœur rempli d'amour. Bonne journée à toutes. Coucou Aude, je repensais aujourd'hui à l'épisode. Il y a autre chose que j'ai trouvé vraiment très puissant. C'est la manière dont elle parle de ce que les jeunes filles amènent dans les déjeuners de famille le dimanche, quand certaines viennent à table et disent ah ben j'ai mes règles aujourd'hui. Et quand elle a entendu une de ses collègues dire ah ben non moi ça se fait pas chez moi. C'est l'histoire de l'invisibilisation de quelque chose de corporel, de tout ce qui a trait au rapport au corps. Et c'est quelque chose de très flagrant que moi je vois dans nos équipes. C'est-à-dire que les jeunes femmes de nos équipes qui ont 22, 23, 24, 25 ans me disent très facilement ah là aujourd'hui je suis pas en forme parce que j'ai mes règles. Alors que il y a 5, 10 ans, 15 ans, nous jamais, en tant que jeune consultante, on serait arrivé dire ça à, entre guillemets, un supérieur hiérarchique ou même un collègue ou une collègue. C'est quelque chose qui n'aurait jamais existé. Et je trouve que l'évolution de ce rapport-là à une donnée corporelle qui a lieu et trait de l'intime, elle vient aussi avec une éducation en lien avec toute une transition. Et j'y réfléchissais, tu vois, par rapport à un cas plus personnel, mais par exemple, quand on porte des culottes menstruelles, et ben du coup, ça ramène au cœur de la famille un séchage de culottes, voire la manière dont on va laver des culottes qui vont laisser apparaître des choses qui étaient beaucoup plus cachées, même dans un niveau intrafamilial avant. Et j'ai trouvé que cette évolution, ce mouvement-là, de le ramener au sein même des familles, je trouve que c'est assez intéressant. Et toi, tu as un questionnement sur le partage. Et je trouve que parfois, ça peut être aussi intéressant de questionner davantage sur est-ce que ce sont des choses qu'elles ont partagées alors avec leur mari, parfois tu les questionnes, mais aussi avec leurs enfants à ce moment-là. Et il y a eu des épisodes, notamment avec, je crois, Catherine Barba, qui disait qu'effectivement, c'était des sujets qu'elle avait évoqués, mais je trouve ça assez intéressant de voir l'évolution de ça. Est-ce que avant, c'était des choses qui étaient partagées? Est-ce que avant, quand les femmes avaient leurs règles, est-ce qu'elles le partageaient avec leur famille, avec leurs enfants? Enfin, tout ça, je trouve qu'il y a une évolution vraiment drastique sur un sujet qui était tabou, voire parfois moqué, parce que l'hystérie des femmes pendant leurs règles ou leur hypersensibilité, c'était des choses qui pouvaient aussi être assez facilement des moqueries un peu grossières et caricaturales. Et je trouve que ce switch-là, c'est quelque chose aussi qui est intéressant. En tout cas, j'y pensais ce matin en lien avec ce que Laurence Rossignol avait dit. Je t'embrasse. Bonjour, commissariat du 6e arrondissement de Paris. Nous vous appelons suite à un délit de fuite qui aurait eu lieu dans la nuit de samedi. Merci de nous rappeler le plus rapidement possible.
Je m'appelle Janet Anderson et j'habite à Seattle, à l'ouest des États-Unis. J'ai 56 ans et je n'ai pas encore éprouvé grand-chose avec la ménopause, ni bouffée de chaleur, ni nuit blanche. J'ai encore mes règles toutes les 4 semaines. Ce que je ressens maintenant, c'est peut-être plus courant parmi les femmes à la quarantaine. C'est un fort désir sexuel assez fou. Il serait drôle si ce n'était pas un peu douloureux. Jamais dans ma jeunesse, il ne m'est arrivé de marcher dans la rue comme dans une pâtisserie, me disant « Ah, cet homme-là, c'est beau, je le voudrais. » Et aussi lui, et lui, et lui. Mais maintenant, c'est vraiment fou. Pendant un jour, c'est amusant, plaisant même. Pendant une semaine, c'est drôle. Pendant un mois, c'est ennuyant. Après 6 mois, ça commence à être insupportable. Heureusement, mon mari est très sympathique. On peut s'en parler. Et bien qu'il était surpris au début, il est assez content de faire l'amour jour après jour. Une autre chose que j'ai fait pour soulager mon désir, c'est d'écrire un roman dans lequel mon personnage peut faire tout ce que je ne peux pas faire en réalité. Bien sûr, je ne peux pas partager ce roman avec des autres, mais en l'écrivant, j'ai appris comment écrire un roman, et maintenant, je suis en train d'écrire un deuxième roman sur un autre sujet que j'espère pouvoir publier. J'ai une autre histoire qui concerne le système médical aux États-Unis. Quand j'avais 27 ans, j'ai failli éprouver une ménopause prématurée artificielle à cause d'un cancer d'ovaire. À cette époque, c'était normal dans de telles circonstances de prendre tous les organes reproductifs. Mais je venais de me marier l'année dernière et j'ai dit non. J'ai gardé d'autres ovaires et l'utérus et 11 ans après, j'ai donné naissance à une petite fille. Pourquoi 11 années? C'était parce que, avant les réformes de l'administration Obama, quand on achetait de l'assurance médicale, il fallait faire une liste de toutes les maladies des 10 dernières années. Le cancer dans la liste rendait l'assurance si chère que je ne pouvais pas payer l'assurance pour la maternité. Ce n'était qu'après 10 ans que j'ai pu me permettre de tomber enceinte. Bonjour, je suis Marine Plantier et j'ai découvert votre podcast que je trouve génial. J'aurais aimé trouver ça en début de ma ménopause. Et en fait, ça me fait vraiment du bien de pouvoir écouter des témoignages, de voir que je ne suis pas la seule à vivre ça, malgré, je trouve, mon jeune âge. Si vous avez besoin de personnes pour témoigner, je suis totalement ouverte à cette possibilité. Bonne fin de journée, au revoir. Salut, c'est Julia Palombe et je suis heureuse d'intervenir dans ce podcast pour m'adresser à toutes les femmes et pour vous dire que oui, vous avez le pouvoir sur votre vie, vous avez la chance d'avoir ce corps merveilleux. Alors oui, évidemment, il y a les marais, les montagnes, les vallées, il y a tous ces âges de vie qu'on traverse avec nos émotions et qui sont parfois immenses et débordantes. Mais c'est une chance, notre corps est notre temple. Il nous faut le soigner, l'écouter attentivement, le chérir. Et puis, vous savez que moi, je suis particulièrement férue d'exercices liés à la danse, puisque mon premier métier est la danse. J'étais ballerine quand j'étais jeune. Et je sais combien c'est important d'assouplir ce corps et de le muscler et de lui faire confiance. Votre corps ne ment jamais, alors écoutez-le, vibrez avec lui,
et soyez heureuse et libre. Ciao. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec les enregistrements aujourd'hui? Bon, je te disais juste que j'avais galéré pour faire les enregistrements. J'en ai fait je sais pas combien et j'étais stoppée déjà au bout d'1 minute 30 sans m'en rendre compte. Donc, j'ai continué à parler dans le vide pour rien. Et en fait, à chaque fois que mon téléphone se mettait en veille, eh bien, ça n'enregistrait plus. Et donc, je galérais, il fallait que je remette. Donc, j'ai fait je ne sais combien d'enregistrements pour rien du tout. Ah là là, désolée, Lise. Je dois vous dire que vous avez été tellement nombreux à me répondre que je suis en train de préparer un second épisode. Donc si vous pensiez avoir raté l'échéance, pas du tout, vous pouvez encore chauffer vos cordes vocales et m'envoyer un vocal avec le lien SpeakPipe qui est en descriptif. Laisse-moi un vocal.